Vous écoutez RFI, il est précisément 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Édouard Dupenoit. Non, c'est non. Jean Ping, l'opposant malheureux d'Ali Bongo à la présidentielle gabonaise, rejette la proposition de dialogue tendue par le président réélu. Décryptage de sa position dès le début de ce journal. Jean Ping, qui sera d'ailleurs l'invité d'Afrique Matin dans un quart d'heure. Au Burundi, l'opposition réagit à l'arrestation de Gervais Nyongabo. La plateforme en exil du Sénared dénonce des mobiles d'arrestation grotesques. Elle exige sa libération immédiate. Le dialogue va reprendre en République démocratique du Congo. Les négociations doivent s'ouvrir dès ce matin à 10h. On pourrait enfin connaître dès aujourd'hui le calendrier électoral. À Madagascar, des tensions persistantes autour d'une mine d'or. Les habitants du village de Swamaman demandent le départ d'une compagnie minière chinoise. Hier, leur manifestation a été sévèrement réprimée par la police. Et puis que s'est-il passé exactement en Somalie? La frappe d'un drone américain a détruit un convoi d'hommes armés. Les États-Unis assurent qu'il s'agissait de combattants Shebab. Les autorités expliquent au contraire qu'ils étaient des soldats de l'armée régulière. Jean Ping campe sur ses positions. L'opposant gabonais rejette fermement la proposition de dialogue tendue par le président Ali Bongo, ainsi que le gouvernement d'ouverture voulu par le Premier ministre. Il demande à ses partisans de rester fermement mobilisés et il refuse de reconnaître la réélection d'Ali Bongo. Sébastien Nemeth, Jean Ping a même fait plusieurs contre-propositions. Alors que coup sur coup, son camp a subi le verdict de la Cour constitutionnelle et l'investiture d'Ali Bongo, Jean Ping résiste et lance même une offensive. Arrivé en esquissant des pas de danse, il est vite passé à l'attaque une fois installé à la tribune. Il n'a pas seulement demandé à ses militants de rester mobilisés et vigilants, il les a cette fois appelés à une résistance active, à rejeter et faire obstacle à ce qu'il appelle une nouvelle imposture. Menacé d'arrestation en cas d'émeute, l'opposant a bien précisé qu'il fallait s'engager dans le respect des normes internationales et en accord avec l'éthique républicaine. Autre élément qui démontre une attitude de battant, une série d'initiatives. Jean Ping a demandé au peuple d'observer une journée de recueillement le 6 octobre prochain. Il n'exige plus seulement de la communauté internationale qu'elle prenne ses responsabilités. Il lui demande maintenant des sanctions ciblées contre, dit-il, les responsables du coup d'État militaro-électoral. Il invite même les organisations humanitaires et la CPI à venir au Gabon enquêter sur les violations des droits de l'homme, en sachant bien que le gouvernement vient justement de déposer un dossier en ce sens à La Haye. Enfin, dernière tactique sur la politique d'ouverture, Jean Ping veut prendre la main. Il propose donc un dialogue national inclusif organisé à son initiative. C'est lui, dit-il, qui doit œuvrer à la réconciliation. Le Premier ministre gabonais, justement, Emmanuel Issoze Ndongué, confirme que la nouvelle équipe gouvernementale sera dévoilée dimanche. Il affirme vouloir rassembler le plus largement possible. Il est au micro d'Yves Laurent Goma. Nous discutons avec tout le monde, tous ceux qui font de la politique et aussi ceux qui animent la société civile. Donc c'est un gouvernement d'ouverture. L'essentiel, en termes d'objectifs, c'est d'aboutir à l'apaisement et à la participation de l'ensemble des forces vives du pays à la gestion du pays. Les circonstances du moment commandent une telle approche. Il est bon d'attendre l'aboutissement de ces tractations-là. Il est bon d'attendre que la composition du gouvernement soit rendue publique pour donner des appréciations et à la fois sur le contenu et à la fois sur la qualité des hommes et des femmes pétris du talent qui seront choisis pour y faire part. Deux étudiants zimbabwéens en garde à vue après avoir critiqué le président Mugabe. La scène s'est déroulée hier lors d'une cérémonie universitaire de remise de diplôme. L'un des deux jeunes hommes a brandi une affiche « Diplômé aujourd'hui, au chômage demain », tandis que l'autre a interpellé Robert Mugabe en le traitant de diable. Le Zimbabwe est agité par de nombreux troubles depuis le début de l'été. Une partie de la population accuse le président Mugabe, 92 ans, d'être la cause de la profonde crise qui mine l'économie du pays depuis près de 15 ans. Il est l'un des rares opposants politiques à vivre encore au Burundi. Gervais Nyongabo a été arrêté avant-hier. Et pour la plateforme en exil du Sénared, c'est proprement inacceptable. Il a été emmené dans les locaux des services de renseignement à Bujumbura. Anne Kantner, d'après l'opposition, Gervais Nyongabo paye pour son engagement politique. Gervais Nyongabo est l'un des rares opposants à ne pas avoir quitté le Burundi. Son mouvement, Fedes Sangira, fait partie de la coalition en exil Sénared. Et selon le porte-parole de cette plateforme politique, Pancras Chimpaye, c'est pour ça qu'il a été arrêté. Ça fait la troisième fois qu'il participait à Bruxelles aux sessions du Sénared. Et puis, il fait partie des délégués du Sénared aux négociations d'Arusha. Nous estimons que ça, c'est un truc qui a été fait pour s'aborder une fois de plus le processus de négociation.
Les opposants du Sénarède s'interrogent également sur la méthode. Selon eux, Gervais Nyongabo a été conduit à Bujumbura dans une camionnette de la garde présidentielle et pas dans un véhicule de la police. Mais le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, assure que cette arrestation n'a rien de politique. Quand quelqu'un est appréhendé, on ne lui demande pas de quel parti il vient. S'il a commis des crimes, on le considère comme un criminel présumé, c'est tout. Nous, on n'entre pas dans les polémiques politiciennes de dire que tel projet de telle formation politique ou telle autre. C'est l'enquête qui dira, c'est ça probable, part dans les faits qui lui sont reprochés. Participation aux bandes armées et atteinte à la sûreté de l'État, des mobiles grotesques selon l'opposition burundaise qui demande la libération immédiate de Gervais Nyongabo. Le dialogue national va pouvoir reprendre en République démocratique du Congo. C'est ce qu'annonce le bureau du facilitateur Edem Kodjo. Les discussions doivent à nouveau se tenir dès ce matin à partir de 10h. Le calendrier électoral pourrait être annoncé dans la journée. L'un des principaux opposants, Moïse Katumbi, était d'ailleurs reçu hier à Paris par la FIDH. Ils ont évoqué ensemble les pressions qu'aurait subies la juge Ramazani pour le faire condamner à 3 ans de prison. Moïse Katumbi se félicite en outre des sanctions prises par les Américains contre les 2 généraux congolais. Il demande même à l'Union européenne de prendre le même type de décision. Il répond aux questions de Florence Maurice. Je félicite les Américains et je félicite aussi les autorités européennes aussi. Je crois qu'ils doivent continuer à faire la pression, surtout prendre des sanctions, parce que les gens chez nous n'ont pas des armes. Nous ne sommes pas armés. Nous, c'est des marches pacifiques parce qu'on a besoin que le président Kabila puisse quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Vous voulez dire que les pressions américaines, ça ne suffit pas? Il faut aussi que la France, l'Union européenne prennent des sanctions? On dit l'union fait la force. Vous savez, il y a la résolution de l'ONU qu'on doit respecter. Et je crois que l'Europe aussi doit prendre les sanctions le plus vite possible pour sauver un peuple. On est à 80 millions. Aujourd'hui, si on laisse le massacre, comme on l'a fait, les gens qui sont en train de tuer, voyons voir après combien de personnes qu'on a tuées. C'est pourquoi je demande à l'Union européenne, à tout le monde, d'aider vraiment le peuple congolais. Moïse Katumbi ajoute par ailleurs qu'il souhaite à terme rentrer à Kinshasa. Il dit attendre le début du 2e dialogue inclusif. Et puis au Congo, Brazzaville, cette fois-ci, les violences qui continuent de secouer la région du Poul, dans le sud du pays, ont fait au moins 4 morts, tous des militaires, depuis le début de la semaine. Ce sont en tout cas les chiffres avancés par Patrick Okomo, l'un des responsables militaires des opérations dans la région. Des centaines de civils ont par ailleurs fui les combats. Les accrochages sont fréquents depuis plusieurs mois dans cette région. Ils opposent l'armée aux ex-combattants ninjas fidèles du pasteur Ntoumi. Y a-t-il eu une bavure de l'aviation américaine en Somalie? C'est ce qu'affirme le gouvernement qui assure qu'un drone américain a détruit un convoi qui transportait 22 soldats de l'armée. Les États-Unis promettent au contraire qu'il s'agissait d'un convoi de Shebab. Jean-Pierre Monza, qu'est-ce que l'on sait précisément sur cette affaire? Aussitôt après la frappe, le Pentagone en tout cas a déclaré qu'il avait visé des combattants ennemis, comprenez des islamistes Shebab. Ce mouvement en guerre contre Mogadiscio est auteur de nombreux attentats en Somalie, mais aussi dans les pays voisins comme le Kenya. Washington rajoute que l'opération s'est faite à la demande des autorités locales et pour défendre des soldats qui avaient été attaqués. Le problème, c'est que Mogadiscio avance donc une version très différente. Les autorités somaliennes affirment que c'est un convoi militaire et non pas des Shebab qui ont été touchés. 22 soldats auraient trouvé la mort. Il y aurait aussi, d'après ce même bilan, une vingtaine de blessés, dont des civils. Le Premier ministre somalien a écrit au gouvernement américain pour lui demander des explications. Difficile donc de savoir ce qui s'est vraiment passé, mais un responsable du gouvernement somalien avance une piste. Il affirme que les autorités du Puntland auraient duper les Américains en leur donnant de mauvaises informations. Il faut savoir que les relations entre le Puntland et la Somalie sont tendues depuis longtemps. Une commission d'enquête a été mise en place à Mogadiscio. Jean-Pierre Monza en direct sur RFI. Le Soudan conteste le rapport d'Amnesty International. L'ONG affirme que l'armée a procédé à une trentaine d'attaques à l'arme chimique dans la région du Djebel Mara. Des attaques qui auraient fait de très nombreux morts, dont une majorité d'enfants. Le rapport est incorrect, réagit le porte-parole de l'armée. D'après lui, la situation sur le terrain ne justifierait aucun bombardement, puisqu'il n'y constate plus la réelle présence de rebelles. Fin de citation.
7h39 à Madagascar, où une manifestation a fait une dizaine de blessés. 4 personnes ont été arrêtées hier. En cause, la protestation organisée par les habitants du village de Swamaman, un village à 70 km à l'ouest de la capitale. Ils protestent contre l'exploitation d'une mine d'or par une société chinoise. Ils exigent que le gouvernement leur rende la propriété de ces terres. Jeanne Richard a pu assister à la manifestation d'hier. Dans la foule en effervescence, quelques banderoles sont levées demandant la libération de 2 villageois arrêtés la semaine dernière et une revendication est scandée avec force. Madagascar n'est pas à vendre. Juste avant de se faire arrêter, cet étudiant explique. On manifeste contre les Chinois qui veulent voler nos terres. Le contrat qu'ils ont passé avec le gouvernement, on n'en a rien à faire. Ces terres sont à nous. Les pick-up de la gendarmerie passent au milieu des manifestants. La poudre lacrymogène qui est répandue attise encore un peu plus leur colère. La foule finit par encercler les forces de l'ordre et bloque tout passage. Les gendarmes passent donc à l'action. À leurs grenades lacrymogènes répondent des jets de pierre et de briques. Le lieutenant-colonel Honoré Rangian-Antenain est le chef de la gendarmerie de la région. La manifestation est non autorisée. Il y avait une entrave à la circulation avec des provocations et des injures. C'est pas acceptable tout ça. Depuis plusieurs mois, des politiciens de tous bords se sont emparés de l'affaire et la situation s'envenime de semaine en semaine. Ni les autorités ni les manifestants ne semblent prêts à reculer. Jeanne Richard, de retour de Swamaman, RFI. Une réunion sur la Libye à Paris la semaine prochaine. C'est une annonce du porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, alors que François Hollande recevait mercredi le Premier ministre libyen, Fayez El-Sarraj. L'Égypte, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Qatar se retrouveront pour discuter de l'unité du pays et de la réconciliation nationale, dans un pays où 2 parlements se font face et ce souvent de manière violente. Pour le moment, la liste exacte des participants n'a pas encore été dévoilée et on ne sait pas non plus qui représentera la Libye lors de cette réunion. Une voiture piégée a explosé hier dans la banlieue du Caire en Égypte, juste après le passage du procureur général. Lui-même n'a pas été touché, mais un passant a été blessé dans l'explosion, d'après le ministère de l'Intérieur. Il y a plus d'1 an déjà, l'ancien procureur général avait lui-même été tué par l'explosion d'une voiture au passage de son convoi. Le commerce du pangolin est désormais interdit. C'est le résultat de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction, une convention qui se tenait hier à Johannesburg en Afrique du Sud. Le pangolin, c'est ce petit mammifère à écailles dont les espèces vivent essentiellement en Asie et en Afrique. La représentante de l'organisation WWF salue un immense succès et une rare bonne nouvelle. Il est 6h42 à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Et on continue bien sûr à parler du Gabon dans la suite d'Afrique Matin. Dans 10 minutes, c'est la revue de presse africaine de Norbert Navarro qui nous parlera de l'offensive affichée par Jean Ping. L'opposant d'Ali Bongo est d'ailleurs l'invité d'Afrique Matin. C'est dans 30 secondes maintenant. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous, bienvenue. L'antenne Lui, vous appartient. c'est Juan Gomez. Tous les jours, il vous invite à réagir à chaud sur l'actualité. Bonjour, ravi de vous retrouver pour Et une lui, semaine. c'est Pierre-Édouard Deldic. Vous le retrouvez tous les samedis en compagnie d'un invité pour vous éclairer sur 7 jours d'événements. Rendez-vous donc tous les jours avec moi pour des commentaires à chaud à 8h10 temps universel avec appel sur l'actualité. Et pour ma part, rendez-vous tous les samedis à 9h10 temps universel pour prendre un peu de recul avec une semaine d'actualité. RFI. Un coup d'État militaro-électoral, un appel à des sanctions ciblées. Jean Ping ne baisse pas les bras, bien au contraire. Il veut se montrer offensif, il refuse catégoriquement de reconnaître l'élection d'Ali Bongo. Croyait-il sincèrement en ses chances d'accéder à la présidence gabonaise? Quelle stratégie va-t-il vraiment adopter? Quelles sont ses initiatives concrètes? Il est l'invité de RFI ce matin, il répond aux questions de Jean-Jacques Louarn. Jean Ping, bonjour. Bonjour. Certains vous disent chaos, sonné. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Chaos ou combatif? Je ne peux pas être chaos. On ne peut pas être chaos quand on sait qu'on a le peuple avec soi, le droit avec soi et la communauté internationale avec soi. On ne peut pas être chaos. Vous appelez chacun à la résistance active, c'est-à-dire des grèves nationales, des journées villes mortes, des marches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous avons en face de nous quelqu'un qui a usurpé les résultats des élections, qui a fait un coup d'État militaro-électoral, qui a pris le pouvoir, qui veut le conserver encore 7 ans, ça veut dire 57 ans de pouvoir, et ils utilisent tous les moyens pour y arriver. Et je crois que cette fois-ci, le peuple ne veut plus de ça.
Le nouveau Premier ministre, Isossé Nkonde, a annoncé la formation d'un gouvernement d'ouverture, en direction des partis et de la société civile. Ne craignez-vous pas qu'il débauche certains qui vous ont rallié ? Oh mais c'est certain, ça se passe toujours comme ça, ici comme chez vous, ça se passe toujours comme ça. Il va à la pêche et il va pêcher des gens, nous le savions depuis le départ, et c'est toujours comme ça, il n'y a rien d'étonnant à cela. Aujourd'hui, vous dites quoi ? Vous dites « je suis le président, le mandat d'Ali Bongo va s'achever ». Ne placez-vous pas ainsi le Gabon dans une impasse totale ? Non, moi je ne place pas le Gabon dans une impasse totale. C'est lui qui place le Gabon dans une impasse totale. Il n'a pas gagné les élections, il le sait. Il procède à un hold-up militaro-électoral. Il cherche à se faire légitimer par tous les moyens. Et voilà. Vous annoncez organiser un dialogue inclusif avec qui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est simple. Le dialogue est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, surtout lorsque le pays traverse une crise aussi grave. Je pense simplement que le dialogue doit être organisé par celui qui a gagné les élections avec tous les Gabonais, pas celui qui n'a pas gagné et qui cherche un dialogue juste pour se faire légitimer. Et de surcroît, il vous appelle au dialogue, revolver sur la tempe, les mirages qui terrorisent les populations à basse altitude, les hélicoptères d'attaque, les emprisonnements, les tueries. Est-ce un dialogue, ça ? C'est pas un dialogue. Diriez-vous qu'Ali Bongo ne tient pas compte de vos 47% de voix ? Ali Bongo ne tient pas compte de ma victoire. Quel 47% des voix ? Les 47% des voix qu'il a annoncées préfabriquées. Vous connaissez la vérité, donc ne nous dites pas des choses qui sont contraires à la vérité. Écartez-vous toute violence, Monsieur Jean-Ping ? La violence est pratiquée par Ali, pas par nous. Vous étiez ici à Libreville. Les avions à réaction qui volent à basse altitude, c'est contre qui ? Les hélicoptères d'attaque, c'est contre qui ? Les arrestations arbitraires, c'est contre qui ? Les morts qui ne cessent de s'accumuler, c'est contre qui ? Il y a une violence, une violence disproportionnée de l'État. Et nous n'avons tué personne. Nous n'avons pas d'armes. Aviez-vous pensé sincèrement, à un moment donné, pouvoir gagner l'élection, qu'Ali Bongo quitterait le pouvoir ? Bon, nous l'avons réellement pensé. Nous avons pensé que, pour une fois, il pourrait céder à la volonté populaire unanime. Mais nous connaissons l'homme. Et il a voulu, en 85, se faire proclamer prince héritier, faire passer le président Bongo pour un roi. Et il est dans cette posture. Il pense qu'il va régner à perpétuité sur le Gabon et après lui, ce sera son fils. Mais on n'entre pas au XXIe siècle avec nous. Et tous ceux qui ont tenté de jouer à ce jeu-là ont fini par perdre, qu'il s'appelle Idi Amin Dada ou tout ce que vous voulez. La communauté internationale vous a conseillé lourdement de déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Vous l'avez fait. Le regrettez-vous aujourd'hui ? Bon, écoutez, oui et non. Non, parce que si nous ne l'avions pas fait, la communauté internationale nous aurait accusés de ceci ou de cela, de ne pas vouloir respecter les règles. Et nous l'avons donc fait en pensant que la communauté internationale jouerait à son tour son rôle. Et ça n'a pas été le cas. Nous pensons que la communauté internationale doit maintenant jouer son rôle. Diriez-vous que vous avez été dupe à un moment donné ? Non, je viens de vous dire, dupe, ce n'est pas le mot qu'il convient. La communauté internationale nous a forcé la main en nous disant « cette fois-ci, ça pourrait bien se passer ». Nous avons dit oui, parce que les communiqués de la communauté internationale sont clairs, les engagements pris étaient clairs, l'Union européenne a fait tout ce qu'elle pouvait et malheureusement, ce que nous craignons est arrivé. Nous qui connaissons ces gens, et nous qui avons dit que la Cour constitutionnelle, c'est la tour de Pise, qui pense toujours du même côté. Je retire le mot dupe. Pourrait-on dire que vous avez été, à un moment donné, ou que vous êtes aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, le dindon de la farce ? Écoutez, vous pouvez employer tous les mots que vous voulez. Vous pouvez employer tous les mots que vous voulez. Nous savons simplement que la direction qu'on nous a demandé de prendre n'était pas la bonne. Nous avons fait ce qu'on nous demandait de faire, aux autres de faire ce qu'ils ont promis de faire. Demain matin, le Gabon se réveille coupé en deux. Non, le Gabon n'est pas coupé en deux. Le Gabon, c'est le Gabon avec une bande de voyous qui ont pris le Gabon en otage.
et la population gabonaise dans son ensemble est en danger. Elle appelle la communauté internationale à une assistance à la population en danger. Voilà, c'est clair. Jean Ping, merci. Jean Ping qui répondait ce matin aux questions de Jean-Jacques Louarn. Édouard Dupenoit. À la une de l'actualité internationale ce vendredi 30 septembre, des dizaines de dirigeants du monde entier réunis aujourd'hui à Jérusalem pour les obsèques de Shimon Peres. L'ancien président israélien décédé mercredi sera enterré en début de matinée. Barack Obama, François Hollande ou encore le président palestinien Mahmoud Abbas seront présents. Au total, 70 pays ont envoyé des délégations, des funérailles sous très haute sécurité. Des milliers de policiers sont mobilisés. Jérusalem sera en grande partie bouclée. Le corps du prix Nobel de la paix a été exposé jusque tard dans la nuit devant la Knesset, le Parlement israélien. Près de 30 000 personnes se sont recueillies devant le cercueil. Édition spéciale à suivre à la mi-journée sur RFI dès 13h, heure de Paris. Moscou n'a pas l'intention de stopper ses opérations en Syrie. Malgré la tragédie d'Alep, lourdement bombardée par l'armée de Bachar el-Assad, les Russes rejettent une fois de plus les menaces occidentales. La Russie estime qu'une suspension de la coopération avec Washington serait un cadeau pour les terroristes. De leur côté, les Américains menacent à nouveau de stopper leur coopération si Moscou n'empêche pas l'offensive de Damas. Une barbarie, a dit Barack Obama. Un crash à 720 millions de kilomètres de la Terre. La sonde spatiale Rosetta va terminer sa vie aujourd'hui sur la comète Chury. En 12 ans, elle aura parcouru près de 10 milliards de kilomètres. Son objectif était de mieux comprendre la formation du système solaire. Fin de mission, ou presque, puisque les scientifiques mettront encore des années à décrypter les informations de Rosetta. Retrouvez toute l'actualité africaine sur www.rfi.fr/Afrique ou si votre connexion est lente sur m.rfi/Afrique. « 6h51 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse africaine. Bonjour Norbert Navarro. Bonjour Edouard, bonjour à tous. À la une de la presse Afrique, le Gabon, où Jean Ping appelle à la résistance. Oui, le moins que l'on puisse dire est en effet que le bras de fer continue entre le président réélu Ali Bongo et son ancien rival dans les urnes. Plus déterminé que jamais, Jean Ping appelle à une résistance active contre Ali Bongo, signale Afrique News. Jean Ping dit non au dialogue, lance plus sobrement en une ce matin le quotidien gabonais L'Union. Comme le souligne Gabon Actu, l'opposant Jean Ping, qui refuse de reconnaître la victoire du président sortant, continue de revendiquer sa victoire qu'il estime avoir été volée par Ali Bongo Ondimba via la Cour constitutionnelle. Jean Ping a tenu à préciser que conformément à son engagement personnel, il ne cédera ni ne reculera jusqu'à ce que sa victoire lui soit rendue complète. Gabon Review. Voilà donc pour ces quelques formules choc relevées dans la presse africaine, Norbert. Mais au-delà, est-ce qu'elles se risquent déjà à des commentaires ? Eh bien, ils sont encore rares ce matin, force est de le constater. On relèvera cependant celui de Gabon Echo qui y va de sa formule en estimant que c'est un duel de l'égalité contre la légitimité qu'Ali Bongo et Jean Ping se livrent désormais. Mais, soupire ce journal en ligne, aussi longtemps que Jean Ping n'aura pas pris la mesure du fait accompli et adouci sa position, il ne faudra pas s'étonner de voir le pays, jusque-là cité en modèle de paix sur le continent, s'enfoncer de plus belle dans le bourbier de la crise post-électorale. Voilà pourquoi, juge encore Gabon Echo, si Ali Bongo Ondimba a gagné la bataille juridique de l'élection, le plus difficile pour lui reste d'infléchir le radicalisme de Jean Ping pour avoir un mandat apaisé. Alors justement, que peut-il se passer maintenant ? Au Burkina Faso, le quotidien Le Pays n'écarte pas l'hypothèse que quelques lopes de l'opposition ne viennent à succomber à la tentation d'aller à la soupe. Au pire des cas, comme il a été donné de le voir sous d'autres cieux, le pouvoir pourrait se forger à coups de millions de francs des opposants pantins qu'il dressera autour de sa table de négociation. Et puis, déplorant une fois encore l'attitude de l'opposition gabonaise pendant la campagne électorale, quand elle dénonçait avec insistance la filiation d'Ali Bongo, ce journal ouagalais martèle que l'instrumentalisation de la question de la filiation et de l'ethnie en ce XXIe siècle n'est qu'un paravent derrière lequel s'abritent des hommes politiques
en manque d'inspiration. Enfin, autre question pendante, Norbert, on ignore encore le bilan des heurts du 31 août dernier à Libreville. Officiellement, ils ont causé la mort de 4 personnes, mais des familles recherchent encore les leurs, constate sur place Le Figaro. Le quotidien conservateur français a rencontré Annie-Léa Meillet, collaboratrice de Jean Ping, candidat battu à l'élection présidentielle gabonaise. Selon elle, il y a maintenant 27 morts, 41 blessés et 46 disparus, affirme Le Figaro. Les autorités gabonaises, toutefois, nient avoir ouvert le feu, à l'exception de tirs sur des casseurs, complète le journal. Elles nient aussi les étranges disparitions. Dans Le Figaro, le ministre gabonais de la Communication, Alain-Claude Billy-Binzé, déclare à propos de ces disparitions présumées: on en entend parler, mais c'est tout. Nous n'avons aucune plainte. Si des gens avaient disparu, nous aurions des plaintes. Et puis un mot enfin de la réunion de la zone franc qui se tient aujourd'hui à Paris. La routine, pourrait-on dire, pas tout à fait ? Oui, cette année, en effet, cette réunion ministérielle pourrait bien ne bruisser que des déclarations fracassantes du secrétaire général adjoint des Nations Unies, Carlos Lopez, qui reprend sa liberté, souligne le journal Le Monde, après que cet économiste bissau-guinéen ait décidé de quitter la Commission économique pour l'Afrique et déclarer que la zone franc est, je cite, un mécanisme désuet et qu'aucun pays au monde ne peut avoir une politique monétaire immuable pendant 30 ans, comme le pressent Le Monde. Les ministres des Finances de la zone franc apprécieront. Il y a des chances, en effet. C'était la revue de presse africaine. Merci Norbert Navarro. Priorité santé. Igor Strauss vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui. La moitié des femmes victimes d'un infarctus n'ont pas ressenti les symptômes classiques des hommes, comme la douleur dans la poitrine. Quels sont les signes qui doivent les alerter ? Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr. Priorité santé. Igor Strauss. Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU. RFI. Rendez-vous spécial Madagascar. Retrouvez-nous chaque jour pour un focus spécial sur l'actualité de la Grande Île à 3h30 TU, 6h30 heure locale. Nos correspondants sur le terrain sélectionnent pour vous les dernières infos locales, politique, économie, société, culture. Et chaque dimanche, dans l'émission Cap Océan Indien, un invité s'exprime sur l'actualité de la région. RFI à Fort-Dauphin sur 96 FM. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. À 6h57 sur RFI, c'est le journal des sports. Bonjour Eric Mamrut. Bonjour tout le monde. Et d'abord, on commence avec le football, avec les résultats de la deuxième journée de la Ligue Europa disputée hier soir. Et la brillante victoire du Burkinabé Charles Caboret de son équipe russe de Krasnodar, 5-2 à la maison face à l'OGC Nice de l'Ivoirien Jean-Michel Seri. Krasnodar en tête de son groupe, les Niçois sont derniers. De son côté, l'AS Saint-Étienne du Marocain Oussama Tanan a arraché le nul 1 partout à Geoffroy Guichard face au Belge d'Anderlecht du Sénégalais Karambodji. Au classement, tout reste serré dans ce groupe. Parmi les autres scores, petite victoire du Manchester United de l'Ivoirien Eric Bailly, 1-0 contre les Ukrainiens de Zoria. La Fiorentina s'impose largement, 5-1 sur Karabag, grâce notamment au doublé de son attaquant sénégalais Koumar Babakar. Enfin, l'Inter de Milan de l'Ivoirien Hassan Nioukhouri s'est incliné sur la pelouse du Sparta Prague, 3-1. Du cyclisme avec un nouveau succès marocain hier sur le Tour de Côte d'Ivoire lors de la 6e étape. Après la victoire de l'Ivoirien ici à Cassis et avant-hier, le Maroc a remis les pendules à l'heure en remportant une 5e victoire d'étape à Daba. C'est Abderrahim Zahiri qui s'est imposé devant 2 de ses compatriotes. Encore raté en revanche pour le Cameroun avec seulement une 9e place pour Robert Fosing d'Acier. Son directeur sportif reconnaît que pour l'instant, ce Tour de Côte d'Ivoire n'est pas une franche réussite. Martin Tega au micro d'Emmanuel Kofi. L'objectif en venant ici, c'était d'avoir au moins une victoire d'étape et de se battre pour le classement par équipe. Donc jusqu'ici, ça se passe pas mal, pas trop bien aussi. Et ça devait nous servir aussi de préparation pour le Grand Prix Chantal au pays. Malheureusement, on a été handicapé par un de nos coureurs pour des raisons de formalité. Et nous sommes là 4 éléments, mais ce n'est pas la raison, on se bat pas mal.
Tout simplement que ce qui a constaté, c'est qu'ils ont mal débuté le tour et aujourd'hui ils ont fait la course. On a augmenté, on a passé plus d'une marche là pour la préparation pour Chantabia et on a trouvé une équipe marocaine dominatrice. Je crois que derrière l'équipe marocaine, on essaie de se frayer un chemin. Ça sera peut-être notre tour. Martinien Tega est au classement général. Le premier Camerounais est 7e en la personne de Clovis Kamzong Abosolo, à plus de 7 minutes du leader marocain Mohsin El Kouraji. Aujourd'hui, c'est la toute dernière étape de ce Tour de Côte d'Ivoire. 92 km à parcourir entre Daloa et Bouaflé. Merci Eric Mamrut. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.